Bonjour et bienvenue dans cette formation psy sur la dépression. Je m'appelle Antoine Pellissolo, je suis psychiatre, professeur de médecine et chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil, en France, en région parisienne. Et je prends en charge des troubles dépressifs depuis pas mal d'années. J'ai beaucoup travaillé sur le diagnostic et l'évaluation des dépressions, et dans ma pratique, j'utilise aussi bien des traitements médicamenteux que non médicamenteux pour des états dépressifs de toute nature et de toute gravité. Quand les non-professionnels parlent de dépression, c'est le plus souvent comme un synonyme de mal-être assez banal, ou de tristesse ou de pessimisme. Cela désigne en général des états peu graves et peu durables, que nous pouvons tous traverser dans notre vie. En médecine, le mot dépression désigne un véritable état pathologique, donc un trouble ou une maladie, comme on peut le dire également. Il existe donc une définition assez précise, ainsi que des critères diagnostiques que nous verrons. Épisode veut dire que la personne traverse une période anormale avec un début et a priori une fin. Cette période est marquée par un changement important par rapport au fonctionnement habituel de la personne, et ceci est ressenti avec une souffrance subjective importante. Ceci se traduit en général par un retentissement dans son fonctionnement et également par des modifications importantes qui peuvent être visibles par les autres, mais ça n'est pas toujours complètement le cas. L'épisode dépressif dure classiquement au moins 2 semaines. Donc c'est la durée minimale qui permet de parler d'une dépression. Comment se caractérise cette dépression ? Eh bien par ce que l'on appelle un syndrome dépressif, qui est une constellation de symptômes survenant simultanément. On peut la regrouper de manière un petit peu schématique en 3 domaines principaux. Les premiers sont des symptômes relatifs à l'humeur, aux émotions, aux affects. Les seconds symptômes ont à voir avec le contenu de la pensée. Et les troisièmes domaines regroupent les symptômes qui sont des anomalies du fonctionnement physiologique ou du fonctionnement psychomoteur. Au cours d'une dépression, naturellement, l'humeur est plutôt triste, voire très triste, ou en tout cas dépressive. L'humeur, c'est cette tonalité durable de l'expérience subjective, qui est en tout cas plus durable et quasi permanente par rapport aux émotions qui sont, elles, des états très brefs, ou en tout cas très réactifs. L'humeur de la dépression, elle est négative en permanence, et cela de manière indépendante du contexte et des événements qui peuvent survenir. On est triste du matin au soir, ou en tout cas une bonne partie de la journée, quel que soit le contexte de vie. Il peut s'y rajouter évidemment en plus une réactivité des émotions négatives qui sera exagérée. Et donc le sujet peut avoir une humeur triste et en plus des accès de plus forte tristesse, de pleurs, de détresse aiguë, mais également d'autres émotions négatives qui accompagnent la tristesse. Et ça peut être de l'anxiété, de l'angoisse, de la colère, du dégoût ou toute autre sorte d'émotions négatives. Et en parallèle de cette réactivité négative accrue, on observe une réactivité émotionnelle positive qui est, elle, diminuée, voire complètement émoussée ou abolie. C'est ce que l'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire la perte du plaisir, des émotions positives, et également de tout ce qui est motivation, intérêt, envie. Donc cette forme d'anesthésie affective, sur le plan des émotions négatives, produit une forme de détachement de l'environnement, ou notamment détachement affectif, et un sentiment d'ennui. Elle peut être parfois douloureuse, car les émotions négatives, elles, ne sont pas abolies. Pour pouvoir parler de dépression, il faut que au moins un de ces symptômes soit présent, c'est-à-dire l'humeur triste ou dépressive, et ou la réactivité émotionnelle qui est perturbée, et notamment une présence d'anédonie. Au maximum, lorsque cette symptomatologie est vraiment très intense, on peut parler de mélancolie, qui est marquée par une douleur morale extrême, avec une expression faciale
qui est symptomatique de cette douleur morale, une anxiété souvent extrême, et donc cette anesthésie affective douloureuse, qui est cette anédonie en fait poussée à son extrême également. Les psychiatres du début du XXe siècle, qui ont été les premiers à décrire les dépressions les plus graves, qu'ils ont appelées mélancolie et que l'on continue à appeler mélancolie, ont insisté sur l'expression faciale qui accompagne la douleur morale de la dépression et ont mis en évidence cette expression des rides du front qui peuvent ressembler à une forme d'oméga. Et ils ont appelé cette symptomatologie visible, objectivable, l'oméga mélancolique. Le deuxième domaine qui est touché par les symptômes dépressifs, c'est la pensée. Et donc, il existe des contenus de pensée typiques de la dépression. Il s'agit d'une vision défavorable de soi-même, du monde dans son environnement et de l'avenir. On peut appeler ça du pessimisme, ou une vision négative et péjorative de soi, donc avec une notion de dévalorisation de soi, et puis un pessimisme concernant l'avenir du monde ou l'avenir dans son ensemble. Là aussi, ces contenus de pensée sont déconnectés de la réalité. Ils sont déconnectés des événements et du contexte. Ils tournent en boucle. Et souvent, cette pensée négative prend la forme de rumination, de rumination permanente, qui associe du pessimisme et des inquiétudes, avec un degré qui peut être plus ou moins intense. Ces symptômes-là peuvent être présents toute la journée, ou à certaines parties, certains moments de la journée, et peuvent être plus ou moins intenses, plus ou moins envahissants dans l'esprit du sujet. Là aussi, dans la forme qu'on appelle de la mélancolie, dans les dépressions mélancoliques, donc les plus graves, les contenus de pensée peuvent être assimilés à des idées fixes, avec notamment des croyances qui sont, dans certains cas, délirantes, c'est-à-dire sans rapport aucun avec la réalité, autour de sentiments d'échec, d'une impression d'inutilité, beaucoup d'idées de culpabilité et d'une vision globalement catastrophiste de la vie dans son ensemble ou de soi-même. Ces idées, évidemment, s'accompagnent d'un désespoir profond et peuvent conduire à des pensées ou à des projets suicidaires et, dans certains cas, à des passages à l'acte suicidaire. Le troisième domaine concerné par la dépression rassemble tous les symptômes qui ont rapport avec le fonctionnement du corps et le fonctionnement psychomoteur en général. Alors les symptômes sont très nombreux, mais on peut surtout signaler les troubles du sommeil, qui sont surtout manifestes souvent par de l'insomnie, donc des difficultés à dormir, mais parfois également l'inverse, une hypersomnie, donc une tendance à trop dormir. On a également des troubles de l'appétit qui sont très fréquents, et dans ces cas-là, le plus souvent, c'est plutôt une perte d'appétit, donc on en appelle anorexie, qui peut être plus ou moins forte. Et parfois, chez certains patients, on a l'inverse également, qui est sous forme d'une augmentation de l'appétit et donc d'une hyperphagie. Ces changements d'appétit s'accompagnent soit donc d'une perte de poids ou d'une prise de poids qu'on considère comme significative à partir d'au moins 5% du poids corporel, et parfois ça peut être beaucoup plus. Également dans les fonctions dites instinctuelles, il faut signaler l'importance des troubles sexuels, donc de la libido en général, une diminution de la libido, voire une disparition totale de la libido, et des dysfonctionnements de la fonction sexuelle, notamment une impuissance sexuelle ou des troubles de l'orgasme. On a par ailleurs des symptômes qu'on pourrait appeler donc plutôt psychomoteurs qui touchent la pensée, cette fois pas le contenu de la pensée, mais le fonctionnement de la pensée, des fonctions cognitives. Donc en général un ralentissement donc de la pensée avec un discours lent et une pensée qui est ralentie, qu'on appelle une bradypsychie. On peut avoir également des troubles de l'attention, avec souvent une disparition des capacités attentionnelles, une forte diminution, de même que des troubles de la mémoire, qui sont souvent en lien avec ces troubles attentionnels. Dans les formes les plus sévères, on peut avoir une
un ralentissement visible dans les déplacements ou dans la motricité du sujet, qui marche lentement par exemple. Et puis de manière très générale et assez fréquente, un sentiment de fatigue pour le sujet, une fatigue présente toute la journée, une fatigue sans effort, et puis un retentissement sous forme d'aboulie, d'apragmatisme, avec donc une très forte incapacité à faire les choses, qui peut être également présente dès le matin.